Top départ officiel, on est 23, il n'y a pas une dernière arrivée qui viendrait là pour nous lancer, Yael qui est là aussi. Allez, on se dit qu'on est parti, et quand on est parti, moi je sais jamais comment ça part, ni où, ni comment. Je suis très heureux là que Rod soit venu, parce qu'on a juste des petits contacts là, glissants sur Mastodon et autres. J'ai jamais vu de face, et ça fait 3-4 ans quand même qu'Abrupt, pour moi, c'est tellement singulier dans le paysage. Attends, on va tout de suite aller voir d'abord Abrupt. Si je retrouve ma bonne fenêtre, bon, il faut que je me faire une heure desktop 1, desktop 2 pour qu'il ne met pas la fenêtre. Scène client qui arrive. Attends, il veut pas me mettre la fenêtre pour l'instant. Je vais recommencer. Allez, desktop tout simplement. Voilà, là vous le voyez, c'est le site Abrupt, c'est Abrupt. Voilà comment ça commence. Et il n'y a rien qui est comme on a tous nos réflexes de rapport à une maison d'édition qui soient reconnaissables. Et partout, je dirais, par exemple, un truc pour moi totalement incroyable, c'est la continuité qu'il y a entre les textes, le côté manifeste des textes qui sont présents, et le fait que la démarche elle-même se présente comme en tant que manifeste. Le mot se disperse dans l'obscur. Merci, bienvenue. Il ne reste plus que des livres à jeter au monde pour manifester. Donc le mot est là, rêve et hurlement, et ça manque pas dans le catalogue. Tour de texte qui agite et se révolte, s'altère en anti-livre, s'échoue en partage, nous fabriquons de la transdialectique. Bon, là, il se fait un peu plaisir, mais c'est pas grave, nous prenons note d'une cyberpoétique pareille. Dès qu'on voit des tics, on se dit... Et par contre, il y a ce truc à l'écoute. Dans le catalogue, il y a déjà des merveilles. Alors, particulièrement là, dans les tours récents, on a... Penquin, mais le Penquin, il suffit de lui demander, il vient avec son mégaphone. Joachim, avec ses disparitions, apparitions. Pour ceux qui ne savent pas, Joachim Séné, c'est grâce à lui que notre blog résiste et passe les vagues et est en bon état. Et rien que par ce premier livre, on a effectivement un livre avec un ISBN, avec un format, avec un nombre de pages. Et d'emblée, on vous dit que chez le libraire, c'est 9 €. Franchement, je sais pas comment on fait pour vendre un livre 9 €. En numérique, 4,49 €. Là, franchement, ça vaut pas le coup, puisque on a la possibilité à 0 € de lire la version HTML, un site, le PDF qui est entièrement libre d'accès, donc on a le livre chez nous directement. C'est-à-dire si j'ouvre le... Il est libre de droit aussi. Voilà le livre de Joachim, présentation de page. Et c'est une suite de fragments numérotés avec une disparition et ce qu'on a retrouvé ensuite. Donc c'est juste un truc comme ça, un peu funambule, mais c'est lui. Et par contre, Joachim n'était pas libre avant 19h20 ce soir, pour question de boulot. Mais sinon, il aurait été volontiers avec nous, de la même façon que j'aurais bien aimé avoir Christine pour savoir comment un auteur vit la relation avec un éditeur pareil. Alors si on revient donc à la page d'accueil, si vous voulez chercher, soit vous vous souvenez de l'icône, soit simplement vous balayez, c'est-à-dire que ça suppose déjà une sorte de geste graphique. Et Sénaclière, c'est hyper parlant, cette espèce
de figures à 6 ou, selon qu'on regarde, soit 6, soit 7 hexagones. Voilà. Et là, on y est et on va pouvoir en parler. Alors, Sénaclière, ouais, c'est là maintenant que je suis dans le malheur, connaissant et Marie-Anaïs et Romain, c'est-à-dire connaissant leur travail, notamment sur YouTube ou en tout cas par ce qu'on avait fait à Évry, il aurait été hors de question de ne pas aller se procurer ce livre. C'est totalement une évidence. Mais quand ça m'est arrivé comme ça, je l'ai pris dans la poire, mais j'aurais jamais imaginé la teneur, l'ampleur, l'ambition de ce bouquin. Et depuis 2 mois que ça dure, j'ai toujours l'impression de réviser à la hausse la complexité. C'est pas pour aller leur cirer les pompes. Par exemple, tout à l'heure, je regardais, attends, je vais me remettre en partage. Hop là, la chaîne de Marie-Anaïs, que je connaissais et que je pensais même plutôt en silence. Pour moi, je la connaissais principalement lors de sa thèse, avec ce carnet carnet de thèse, c'est-à-dire elle nous explique, elle nous raconte, elle dérive, elle pense en direct à mesure qu'elle élabore sa thèse. Bon, ça, j'ai tout vu à l'époque, tous les épisodes, et effectivement, il y avait des petits encarts que maintenant je reconnais comme étant sénaclières. C'est-à-dire là, par exemple, Saunier en Belon. On a une vidéo qui se présente comme une intervention dans un colloque de fac. Même le son est pourri, les timidités, l'oral, et simplement on découvre que c'est pas du tout la thésarde Marie-Anaïs qui parle, mais une étudiante qui est en train de défendre un mémoire de master. Donc pourquoi Marie-Anaïs l'a filmé, on ne sait pas. Et puis là, il y avait une petite mention très directe, extrait du projet Sénaclière, écrit avec Aomphalos. Puis excusez-moi, mais 135 vues il y a 2 ans, cette espèce de rage là, ce truc-là. Et la mention ici, 2052, piste audio de la communication de Domelia, direction Ito Shimazu lors du colloque de l'université printanière du manoir de Coetloske. Franchement, tout ça, j'étais passé, mais alors totalement à côté. Je n'ai pas du tout vu ce truc-là. Et au point que moi, la première lecture que j'ai fait de cet objet, je me suis dit, tiens, Marie-Anaïs a fini sa thèse, et maintenant qu'elle a fini sa thèse, elle nous fait une fausse thèse en reprenant tous les principes des notes de bas de page, des références permanentes, et je l'ai pris comme ça. Et alors maintenant, faut qu'on entre sérieux, et pour le sérieux, déjà par exemple, si on rentre sur le site Sénaclière Abrupt, je reviens sur mon Zoom, partager. On a ici une mention. Sénaclière est une anthologie commentée d'archives réunies par le collectif Nordo, etc., jusqu'aux skyblogueuses du XXVIe siècle, pourquoi pas. Et on a cette mention, le travail de Nordo est ici traduit, on va en parler évidemment, par Marie-Anaïs Guégan et Romain Lossec. Donc les deux noms sont là, mais si on prend l'objet livre, j'ai encore vérifié tout à l'heure, les noms ont totalement disparu. Et comment on peut faire un bouquin comme ça en faisant le sacrifice
il y a plein de mots savants là dans le début là, de Michel Foucault là, sur le corps mortel des autrices ou sur l'instance octoriale, etc. Comment on peut accepter de disparaître de son propre livre, y compris en tant que traducteur. Et en même temps, ça s'inaugure par un nous. Nous existons depuis le début du 25e siècle. Et je crois qu'à chaque fois que j'ai repris ce livre, l'introduction, et en particulier les deux premiers de l'introduction, je crois qu'à chaque fois que je l'ai repris là, j'ai relu chaque fois l'introduction. J'en reviens pas de ce texte-là de départ. Tout à l'heure, on pourra le regarder. Franchement, je suis sérieux, quoi. Et alors, moi, la première chose, tout simple, pour partir, c'est comment ça s'est fait, à quel moment et dans quel ordre. C'est-à-dire, qui c'est le premier fou de l'affaire? C'est Rod qui a lancé ça, c'est Marie-Anaïs et Romain parce que leur TGV était en panne, qui se trouvait dans un truc à la gare et que ils se sont mis à délirer. Je sais qui a eu l'idée, comment c'est venu et comment, à partir du moment où c'est venu, comment Abrupt a été mis dans le coup. C'est-à-dire comment d'emblée, vous saviez que vous allez aller voir un éditeur. Alors ça, c'est Marie-Anaïs. Donc je sais pas si Marie, si tu veux raconter ou si je raconte le début de l'histoire. Bon, tu peux parler. Comme tu veux, je peux commencer, puis tu prendras le relais. Allez, vas-y. D'accord. En fait, la jeunesse de Sénéclière est aussi un petit peu compliquée, parce que au départ, c'était un texte qui est né d'une aventure collective d'écriture sur le modèle du roleplay littéraire. Alors, je sais pas du tout si certains sont familiers du RPG textuel par ici. Mais en fait, il s'agit d'aventures d'écriture. Tu fais comme si on savait pas, comme ça nous évitera de mentir. En fait, c'est quelque chose qui est né dans au milieu des années 2000, chez des ados. Ils utilisaient des forums pour écrire à plusieurs en se distribuant des rôles. Donc, au départ, c'était le matériau de ta thèse, c'est ça que tu... Oui, c'était un petit peu ça, oui. Oui. Et par exemple, c'était adossé à des œuvres du patrimoine type Harry Potter. Il y en a un qui incarnait Harry, l'autre Hermione, l'autre Ron. Chacun se créait un profil et ils écrivaient ensemble des histoires alternatives. Et avec Romain, en fait, sur le forum sur lequel on écrivait, périodiquement, on organisait ce type d'aventure collective. Et là, bon, je vais essayer de faire vite parce que sinon... Comment vous vous connaissiez avec Romain? Par Internet. Enfin, par ce forum, en fait, justement. Par ce forum, oui. Pas par Omphalos. Bah si, justement, c'était son pseudonyme sur le forum. Ouais, mais pas la chaîne. Ah non, pas du tout. Et donc cette aventure-là, c'était dans l'univers de la nouvelle de Borges, Babel. Donc cette nouvelle dans laquelle Borges invente une bibliothèque où tous les livres possibles sont contenus, donc avec des combinaisons de lettres, de chiffres. Et on a imaginé que dans cette bibliothèque, un jour, un bibliothécaire tombait sur une section entière où tous les livres étaient lisibles. Et donc chacun des participants à l'aventure devait faire comme s'il inventoriait un hexagone et tous les livres contenus dans cet hexagone. Donc il devait mettre en scène la découverte de livres qui n'existent pas. Elle est venue comment, la figure de l'hexagone? On a vraiment repris la nouvelle de Borges. Oui, ça reprend aussi. Voilà, il y avait une carte. On avait repris l'image d'une cartographie en fait de la bibliothèque sur Google Images. Mais oui, il me semble que c'est déjà présent en fait. Dans la nouvelle, c'est des hexagones qu'il décrit. Et au départ, on avait chacun notre hexagone. Romain était de son côté, il découvrait des livres consacrés à des formes géométriques, je ne sais plus exactement. Et j'ai commencé à découvrir des livres d'autrices du 19e siècle. Et à l'intérieur de la fiction, un jour, il y a eu une tempête à dans la bibliothèque. À reprendre des autrices existantes ou à inventer de nouvelles autrices du 19e siècle? À inventer des nouvelles autrices du 19e siècle. Mais en essayant quand même de faire correspondre tu dis ça comme la si fiction c'était une évidence. Oui, non, pardon, je suis désolée. Et donc un jour, Romain est venu me rejoindre dans mon hexagone et lui, il a tiré l'écriture vers le futur. Il a commencé à écrire des livres d'autrices du 23e siècle.
Oui, je etc. crois que ça correspondait à l'Arc Tokyo dans Sénaclière. Mais c'est pas étonnant qu'elle ait dit des autrices du 19e siècle, puisque je pense qu'à la fin, comme on a beaucoup écrit sur elles, elles existent un peu dans notre tête. Et je pense que c'est de là que vient le principe. Ouais. Mais Et après, pour par moi, contre, c'est aussi, pardon, un des trucs les plus troublants du livre, c'est que donc on progresse au début plus ou moins par siècle. Et évidemment, il y a cette position d'énonciation totalement lancée depuis le futur. Mais dans la troisième section, on est sur, je crois, 1967-2067. C'est-à-dire que quand on avance dans la lecture, on passe à un moment où, en tant que lecteur, on est synchrone de ce qui est décrit. Et pour moi, c'est le moment le plus troublant de la constitution de ça comme fiction. Et la question, c'est est-ce que le matériau a déterminé plus d'abord la construction en rejoignant, ou à quel moment vous avez su que c'était un projet global? je pense que c'est venu au fur et à mesure. Au début, en fait, on s'est mis à écrire sur des fragments de texte. Donc c'est d'abord venu par amoncellement de fragments. Alors Marinaïs, au début de son travail d'écriture dans cette aventure littéraire, avait une forme de cohérence avec le 19e et aussi des thématiques qui l'intéressaient. Mais moi, étant complètement nul en histoire de la littérature, je ne me sentais pas en fait d'écrire des choses qui seraient trop collées en quelque sorte à une réalité historique ou même qui la décalerait. Et du coup, je me suis mis à écrire des choses dans le futur, donc en inventant par fragments une sorte d'embryon d'histoire. Mais en C'est fait, quoi ton nul en littérature? Parce que je c'est sais que qu'en philo, c'est pas le cas, mais Oula, en c'est quoi philo, toi ton univers littéraire? bah non, mais moi, enfin, en fait, Parce que- j'ai pas, parce qu'il me semble que quand même le point de départ, Marie, si tu me dis si je me trompe, c'est que dans ton hexagone, si tu t'es mis à explorer la littérature du 19e, c'était précisément pour produire une sorte de contre-histoire de la littérature où les autrices qui auraient été oblitérées en quelque sorte par, je sais pas, les cénacles masculins, etc., étaient redécouverts en fait, ou découverts à l'occasion de cet hexagone. Donc il y avait une dimension immédiatement à politique Bonnier, le Solon, ou je sais plus quoi. voilà, avec et même avant la poésie florale. Et en fait, pour pouvoir produire une réflexion de ce style, il faut avoir des compétences en histoire de la littérature, puisqu'il faut produire un décalage critique que moi je pouvais pas faire parce que je connaissais pas à l'époque même l'histoire des cénacles masculins dans la littérature. Donc je me suis mis à écrire des fragments d'histoire postérieure. C'est pour ça que ça a débordé sur des siècles suivants. Et en fait, c'est plutôt par accumulation de fragments et voyant que ça nous plaisait qu'on a produit au fur et à mesure une cohérence et une ligne narrative suivie. Mais c'est pas du tout une sorte de projet qui a été posé de A à Z et qu'on aurait ensuite complété en l'écrivant. C'est plutôt par l'écriture qu'on a vu se dessiner au fur et à mesure, tu me dis si je me trompe, Marie-Naïs, la cohérence possible d'un projet qui est Sénaclière à la fin, quoi. Et dans chaque section, chacun garde sa production, ou bien vous interférez, comment comment vous avez interféré l'un avec l'autre à l'intérieur des chapitres, des périodes? Bah, il y a eu des réponses. Enfin, je sais pas, Marianne, si tu veux répondre. Je pense qu'on avait tous les deux en tête au moment d'écrire le fait que c'était à la fois un projet d'écriture et comme une correspondance quelque part. Et donc, quand j'écrivais des fragments, je laissais plein d'ouvertures, plein de hors-champs, en espérant que Romain s'engouffrerait dans ces hors-champs et vice-versa. Et du coup, ça a été un travail d'écriture vraiment collectif au sens où il y avait cet échange à l'intérieur de la fiction et cette écoute des espaces ouverts par l'autre. Matériellement, Je c'était pense pas. un grand fichier sur lequel vous aviez dans un Dropbox ou un Drive Au départ, c'était juste sur un topic de forum et du coup, on pouvait tous les deux poster les uns à la suite des autres, comme sur un blog en fait, avec quelque chose d'assez linéaire et des articles qui se suivaient. Ouais. Ce site n'existe plus, par contre. Ouais, Si. si, il existe encore. Et l'éthique d'écriture Oui. que décrit Marianaïs, en fait, elle vient de l'origine de Sénaclière, qui est le RP, donc voilà, le roleplay, où comme c'est un jeu de rôle, il faut être à l'écoute c'est un peu comme l'improvisation au théâtre, je trouve. Il faut être à l'écoute de ce que l'autre propose et s'y engouffrer et essayer de produire
de pas produire des ruptures de cohérence à l'intérieur de ce qui a été fabriqué. Et en fait, au fur et à mesure, par cette volonté de à la fois s'engouffrer dans des brèches que l'autre produisait dans des extraits, en faisant allusion à des choses qui étaient hors champ, et en même temps en essayant le plus possible de ne pas briser la cohérence générale, en fait, c'est dessiné au fur et à mesure, presque par, je sais pas, comme, oui, à travers la brume, une forme de contre-histoire plus grande de la littérature, où les fils étaient plutôt cohérents. Bon, après, en vrai, dans le travail de réécriture on a dû faire quand même pas mal de sessions ensemble pour remettre de la cohérence là où il n'y en avait pas, faire comme si les incohérences étaient en fait volontaires et s'expliquaient par encore du hors-champ. Et donc tout ça, ça produit à la fin une complexité, quelque chose d'assez... Mais il faudrait 20 ans pour faire ça. Comment vous avez passé, combien vous avez passé de nuits? Non, mais en fait, ça va plus vite. Ouais. Pardon, Marianne, vas-y, je te laisse répondre. Oui, non, j'allais juste dire, on a commencé en 2022, ouais. Et puis en fait, à partir du moment où on a envoyé le manuscrit à Abrupt, il y a encore eu un énorme travail d'écriture. Par exemple, la préface n'existait pas, la cohérence chronologique n'existait pas. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites après, en discutant en fait avec Abrupt. Donc c'est très difficile à quantifier. Je sais pas, Et il y a un moment aussi, donc, la grille. Moi, ce qui est implacable dans ça, c'est tout ce qui se passe dans les marges, tout d'abord. Et évidemment, les notes aussi de bas de page et la permanente référence à cette espèce de grille d'annonce avec période, figure majeure, courant, esthétique, marquant. C'est-à-dire le présenter vraiment comme un travail d'encyclopédie documentée. Y compris le mystère des photos, quoi, où on fabrique une illusion de réel et on se demande comment vous êtes allé chercher tous ces machins, quoi. Mais cette idée de grille, c'est pour ça que moi je me suis dit, mais comme si la personne que je connaissais comme éminente chercheuse au laboratoire Marge de Lyon 3, elle avait voulu absolument fabriquer un truc, une espèce de thèse objective et avec tous les liens HTTPS, avec les citations, avec là, ça c'est pareil, le travail c'était l'un avec l'autre. Le travail de la grille comme ça, je me demande, est-ce que c'est pas Rodlan qui tu nous avais proposé de faire ça pour présenter chaque section, je sais plus. Comment vous avez eu l'idée d'aller à Abrupt? Alors ça c'est Marinaïs et Abrupt, je laisse, je suis pour rien. J'ai laissé Marinaïs gérer ça. Ça, c'est vraiment les interférences entre mon travail de chercheuse et d'écriture, parce que j'étais un jour en colloque à Lyon et Servan Monjour est intervenu pour présenter un projet d'écriture sur Abrupt et pour parler de leur travail d'édition. Et je ne savais pas qu'il existait des éditeurs qui pensaient Bien sûr, cette chère Servan, comme elle est jamais sur les réseaux, on sait jamais ce qu'elle raconte. Mais il me semble que son intervention est enregistrée quelque part. Ça a tout été filmé, on trouve sur le site de Marge. Et je me suis dit, à l'époque, je me suis dit, c'est génial. Donc j'ai commencé à suivre le travail d'Abrupt. Et de fil en aiguille, quand on a écrit Sénaclière, on s'est vite rendu compte que c'était complètement illisible. Sur un topic de forum, c'était illisible parce que la fausse linéarité mise en œuvre par l'empilement des postes créait quelque chose qui fonctionnait pas avec le texte de Sénaclière. Et donc finalement, pour la première fois, on postait nos textes sur un forum et on n'avait pas de lecteur. Alors que d'habitude, on en a. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut donner cet objet à lire qui part un peu dans tous les sens? Et c'est là que l'idée d'Abrupt est venue, parce qu'on s'est dit, eux, ils font ça. Et voilà. On l'applaudit collectivement. Le mystère, c'est pourquoi il a accepté un manuscrit comme ça. C'est ça le vrai mystère que nous, on est envoyé à Abrupt, c'est pas un mystère, mais qu'il ait accepté, c'est curieux. Et moi, à 4 mois de fréquentation de ce bouquin, je te dis, je suis toujours là comme à le redécouvrir à chaque fois, quoi. C'est pas de la triche, c'est
C'était comme un cadeau de Noël, je crois, parce que j'ai reçu ça en janvier 2022, au tout début, il me semble. Et il y a des mots qui ont activé, pour répondre à la question de Romain, il y a des mots qui ont activé tout de suite ma curiosité. C'était archive, skyblog, poétesse, donc des poétesses impossibles du futur. J'aime pas beaucoup en général la poésie contemporaine. Je m'en méfie, disons, j'ai de la méfiance pour la poésie. Et quand j'ai vu tout ça, j'ai tout de suite eu une idée graphique qu'on a travaillé ensuite, qu'on a fait évoluer. Donc voilà pour le contexte historique. Donc ça devait être, ils ont dû commencer en 2021, parce que si ma mémoire est bonne, c'était en janvier 2022 que j'ai reçu ça. J'ai reçu ça en même temps, en fait, parce que en général, malheureusement, je reçois beaucoup de choses assez mauvaises ou communes, et j'ai reçu 2 très bons manuscrits en même temps. Donc le bouquin de Bernard Bourri, qui sort un très bon livre là, cette rentrée littéraire chez avec Claro, avec un culte, et le bouquin de Maria Anaïs et de Romain, qui était mais qui avait justement comme ils l'ont dit plein de possibles en fait. Il y avait un univers graphique. Je sais pas si Romain t'avais déjà mis toutes les images. Je suis pas sûr. C'était qui les images? C'est comment ça se passait à vous deux? C'est des choses que vous fabriquez, que vous détournez, que vous Alors ça c'est Romain principalement. Sur ce livre c'est Romain la partie graphique et les images et moi je me suis occupé de la 3D, etc. Donc il pourra mieux répondre que moi sur ce point. En fait, les images, elles sont venues d'abord d'une nécessité liée encore une fois à l'origine du projet sur le forum. Quand on fait des aventures littéraires avec Marie-Naïs sur ce forum, en fait, il faut nourrir le RP. C'est-à-dire, il faut nourrir, quand on est un peu, entre guillemets, maître du jeu, qu'on gère, on va dire, la diégèse, je sais pas si je peux dire ça comme ça, de l'aventure, il faut que les gens qui veulent s'employer à écrire à l'intérieur puissent avoir des effets de crédibilité, etc. Et donc, l'idée de rajouter des images ou de travailler des images, c'est venu quand, il me semble, tu me dis si je me trompe, Marianne, quand on s'est mis à faire de la vidéo-poésie, d'abord dans notre topic, en lien avec notre hexagone, et aussi j'avais fait dans le cadre de Babel d'autres images, enfin des vrais faux clips, des musiques, etc. Et donc après, c'était logique quand on a travaillé pour le livre, de continuer ce travail de formation et de production d'images avec des IA génératives, du détournement d'images qui existent d'archives, et un peu dans cette... Tu me dis si c'est cohérent avec ta manière de voir les choses, Marinis, et puis Rodlan aussi, ce que tu en penses, mais en gros, pour moi, c'était cohérent, non seulement du point de vue de ce dont parle le livre, mais aussi, pour moi, il y avait une cohérence à cause de son origine RP, c'est-à-dire nourrir de la même manière un imaginaire en bricolant des choses. C'est-à-dire, c'est en fait, quand sur le forum, on doit bricoler des images pour crédibiliser quelque chose, leur donner une sorte de densité à une narration, et évidemment, on fait avec ce qu'on a, comme on peut, et donc on bricole des choses, on construit du hors-champ aussi en inventant des images. Donc c'est comme ça que je pense que ça s'est fait. Et donc après, quand le travail d'édition s'est vraiment précisé, eh ben on en a rajouté, on a fait d'autres. D'ailleurs, il y a eu des réflexions sur la génération d'images. Enfin, les IA avaient évolué, du coup, la patine qu'on aimait beaucoup et qui était intéressante au début a un peu disparu au fur et à mesure. Mais voilà, je sais pas si ça répond. Je sais pas ce que vous en pensez. Par exemple, celle-ci, là, ça vient, c'est quoi? Marie-Naïs, je te laisse. Je crois que ça, c'est Marie-Naïs qui l'a fait. En fait, oui, parce que il y a une vraie temporalité, comme Senaclier a été écrit pendant 3 ou 4 ans. Il y a eu une évolution des générateurs d'images. On a aussi beaucoup travaillé sur Archive, mais là, par exemple, c'est une image générée. Et le premier Dali hallucinait beaucoup, produisait des images un peu troubles, avec des visages flous, etc. Et nous permettait aussi de produire des anachronismes.
Par exemple, les skyblogueuses du futur, c'est un mélange des petites filles modèles, type comtesse de Ségur, avec des ordinateurs un peu old school. Et là, on a voulu, alors c'était les brodeuses de l'Arcade Tokyo. Donc on voulait vraiment prendre toujours cette image du cercle, un cercle de femmes qui brodent, donc avec des tissus, des boyaux de roche, etc. Et ce qui était chouette, en tout cas avec la première version de Dali, c'est que on en générait quelques-unes et les représentations étaient très, très différentes les unes des autres. Et donc elles alimentaient aussi l'écriture en retour parce que ça produisait un imaginaire auquel on n'avait pas pensé. Et voilà. Oui. Mais là aussi, c'est le cas. C'est vraiment la toute première version de Dali, des images, des visages un peu difformes et tout. Et ça avait un côté onirique aussi qui nous plaisait dans l'idée d'inventer le futur. Moi, un des pires souvenirs de ma vie ratée, parce que sur les ateliers d'écriture, qu'est-ce qu'on s'est pris dans la gueule? Sur le livre numérique, qu'est-ce qu'on s'est pris dans la gueule? Et tout ça. Et le pire, c'était en 2012 à la BNF, dans les journées d'Académie nationale. C'est un mec qui s'appelle Antoine Compagnon, qui est maintenant à l'Académie française, et qui a inauguré le truc. Puis il y a même enfin bon, j'entre pas dans les détails. Et il a ouvert le truc en disant « S'il y avait un Proust dans l'univers numérique, ça se saurait. » Et là, maintenant, tu me prendrais, je te dis, Sénaclière, mais balancé dans la gueule. Mais alors, donc moi, ce serait aussi quand même ça, ce rapport au littéraire. Attends, il y a un moment pour moi qui est vachement important. Alors, attends, page 42, ouais, c'est ça, 25. Hop là, cette page. Et cette page, tout d'un coup, on a une espèce d'archéologie des dettes. Et Sénaclière, guerrière, évidemment, c'est une question pour moi à vous poser. Et il y a Vague de Virginia Woolf qui arrive là aussi. Et puis, tout d'un coup, Kamiya Sayoko, et puis tout d'un coup, ça devient un truc dingue. C'est-à-dire que si on cherche Kamiya Sayoko, pourtant parue 186 ans plus tard sur Internet, eh ben, on va effectivement la retrouver. On trouvera plein de profils Instagram, au moins 10 de personnes qui s'appellent réellement Kamiya Sayoko, et on trouvera des vidéos où, comme par hasard, ce sera chez Omphalos ou chez Marie-Anaïs, mais c'est un personnage dont on retrouvera les textes comme ça. Et là, ce qui est bizarre pour moi, c'est que c'est juste avec ce truc de notes, la référence directe à Monique Wittig, c'est rien qu'une note de bas de page, mais dans cette note de bas de page, elle est retraitée graphiquement. 47, 48, machin truc. On a cru y voir, on a cru y voir, on a cru y voir. Et par contre, si on parle comme ça des fondations, c'est quoi votre rapport à Volodine, qui serait pour moi le modèle le plus proche, la somme des hétéronymes du mec d'Orléans qui signe Volodine, ce serait l'archétype le plus proche là de ce qui se passe dans Sénaclière. Je sais pas si tu voulais répondre, Romain. Non, bah, je te laisse. Le choix, par exemple, de l'ancrage. Juste une parenthèse pour Volodine, c'est très drôle parce que je crois que à la première ou à la deuxième réunion, j'ai envoyé un e-book de Volodine à Marie-Anaïs sur écrivain, je sais plus. Oui, écrivain, ouais, je crois que c'était écrivain. Oui, écrivain. Ouais. Et justement, il a une place assez spectrale, justement, aussi dans tout ça. Bah, du coup, Volodine nous est plutôt venu effectivement de Rodelane. Moi, je l'avais quasiment pas lu en fait avant Sénaclière. On avait plus Bolagno en tête et ces écrivains nazis d'Amérique. Je sais pas si vous connaissez la littérature nazie en Amérique, c'est un petit montage. C'est un peu comme écrivain de Volodine. C'est des notices biographiques. Bolagno ? Non, je connais pas celui-ci, non. Oui.
Mais du coup, je sais pas quoi dire d'autre, je suis désolée. Romain, Parle-nous de Wittig, alors. C'est marrant le fait que on parle de Volodine, parce que moi c'est pareil, c'est Rodan qui me l'a fait découvrir. J'avais jamais lu Volodine, je connais, comme je l'ai dit, hein, j'ai dit que je connaissais mal la littérature, donc voilà, je connaissais pas. Et depuis j'en ai lu seulement un en plus. Donc moi c'est un travail qui me fascine beaucoup de tout ce qu'on me dit. Je trouve ça, enfin, moi, effectivement, je trouve qu'il y a des points communs de ce que j'entends, mais je me suis pas encore plongé dans son. Ouais, Dans bon, son bah, c'est travail. moi qui retire. Et pourtant, c'est pour moi ce qui est fascinant dans euh, Volodine et puis tous les Lutz Bassmann, tous les hétéronymes et puis les 53 bouquins qui sont alignés maintenant, c'est qu'en même temps, ça constitue un corpus théorique énorme. C'est-à-dire que lui-même a formalisé son univers du post-exotisme et on a des tas d'auteurs, je pense, les Ruffel ou tout ça, qui ont travaillé. Par exemple, Azélie a énormément travaillé sur cette constitution sur quel corpus ça définit et les positions dénoncées depuis le futur, comme ça, en post-cataclysme. C'est quand même une tradition littéraire que lui a extirpée dans le présent. Donc pour moi, il y avait une vraie Ouais. passerelle, mais que vous ayez pris la Je pense place que sans rien lui demander, je trouve ça super bien aussi. moi, j'ai appris quand Rodan nous en a parlé, enfin moi je connaissais vraiment pas, j'ai appris que je voulais Tu regardes faire. pas la chaîne de Zélie Fayol, ah, tu te vas. Si j'ai déjà regardé, mais pas assez assidûment, visiblement. Mais du coup, j'ai appris que je voulais faire du Volodine, quoi. Enfin, en gros, pour moi, c'est vraiment. Ah, c'est pas du voulez faire, c'est que c'est un champ Bah, là. Catherine. Ouais. Mais oui, parce que je trouve que c'est génial, c'est-à-dire que c'est d'abord il y a la sérendipité de la manière de travailler qui marche toujours à une époque quand même, on peut le dire. Mais du coup, qu'on vous fasse ce retour-là, c'est-à-dire un retour de lire dans ce travail quelque chose qui se lit ailleurs et qui se pense avec vraiment pour moi une toute autre base structurelle, un autre terreau en quelque sorte. C'est comme si d'un coup il y avait une forme de plante qui serait un peu commune, mais avec vraiment des bases très différentes. C'est-à-dire, moi, je trouve que dans Sénaclière, on retrouve aussi toute cette incroyable pratique des forums, des échanges, des choses qui font des radicelles, et puis après on laisse une piste, et puis on revient sur autre chose pour que ça pousse plus gros ailleurs. Moi, je trouve ça fascinant. Enfin, c'est une chance incroyable, cette expérience d'écriture commune de cette manière, avec cette base que vous aviez de ces partages du temps des adolescences. En tout cas, Marie-Anaïs, je crois, plutôt très jeune. Je ne sais pas pour vous, Romain, à quel âge vous commencez à écrire sous regard. Moi, je viens d'avoir un petit échange avec Alexia. Mais c'est écrire en forum, pour moi, je le vois comme ça, que je n'ai pas pratiqué malheureusement. C'est écrire sous regard. C'est pas seulement écrire et confronter son texte à d'autres. Non, c'est aussi écrire sous le regard. Et je trouve que vous nous mettez dans cette position avec Sénaclière, de pouvoir lire sous le regard de ceux qui écrivent. Je sais pas comment, ça crée un paradoxe qui est magique, en tout cas pour moi. Et que je trouve pas forcément dans Volodine, où j'ai du mal à suivre. Je trouve des fois la boue, qu'on est pris un peu par la boue, ou par des choses voilà, très répétitives. Il faut aimer lire ça. Là, je trouve qu'on peut lire un tout petit bout et deux petits bouts, et puis l'autre jour la vidéo. Ouais, j'adore. Et le glissement guerrière Sénaclière, il était quand même délibéré. Enfin. Je crois que c'est Marie-Anaïs pour Sénaclière, donc à chaque fois je lui renvoie la balle. Mais alors en fait, vraiment le mot Sénaclière, avant d'être le titre, il est né de la fausse thèse d'Ito Shimazu, donc une thèse qu'elle aurait publiée dans les années début des années 2000, il me semble, j'ai plus la date exacte en tête. Donc qui est une chercheuse japonaise qui serait venue à Paris et qui aurait appris que derrière les Elle existe, c'est dans le livre. Ouais, elle existe, ouais. Oui, ouais. Oui, elle existe, pardon. Par modestie pour elle qu'elle dit ça, mais elle existe. Ouais. Et donc le titre de sa thèse, c'est Sénaclière. Et par rapport
Enfin, moi, je m'étais beaucoup basée sur l'essai d'Anthony Glinauer et Vincent Lenné consacré au cénaclier masculin. Je sais plus comment s'appelle cet essai, l'âge des cénacles. Voilà. Et j'ai écrit un contraste des cénacles. C'est pas la même chose, ouais. Et en fait, je pense vraiment que dans le titre, le fait que ce soit cénaclière, il y avait une petite référence quand même à Wittig qui mettait l'accent vraiment sur les actrices des cénacles. Moi, j'étais assez. Enfin, pareil, j'ai pas beaucoup lu Wittig, mais j'ai beaucoup été influencé par le peu que j'ai lu, notamment avec ce nous là initial, enfin cette parole un peu. Ouais, je voudrais qu'on y revienne à ce nous. Là, moi, je vais revenir encore à cette page là, de la page 143 là, Tchouk. Non, 141, pardon, c'est celle d'avant. Là, il y a un passage. Il y en a un de vous deux ou les deux qui pourrait nous lire cette page. Tu veux que je lise, Marie-Lise, ou tu veux dire? Je veux bien. Alors, je retrouve la page. 141. 140, 141. Pour moi, ce qui est totalement incroyable, c'est comment vous avez pu assumer une écriture qui là se détache totalement de ce qui n'est pas l'écriture lyrique, poésie, mais au sens du terme, pas ce que disait Rod tout à l'heure. Et comment vous pouvez assumer le côté intellectuel là de la construction, du récit et de la précision, et en même temps lâcher complètement la bride sur la question de l'écriture. C'est-à-dire que c'est le livre qui vous a appris à écrire, alors puisque vous avez... Même. Tu veux que je lise le passage? Moi, j'aimerais bien qu'on l'entende, celui-là. Ok. Je vais essayer de faire de mon mieux. Nous assistions nombreuses, les poétesses nombreuses, c'est-à-dire nous brodions. Il y avait sur le plan de neige un tissu dont les contours se perdaient dans les lointains. Nous enfilions l'aiguille, chacune la couleur, moi bleu, moi jaune, moi vert pâle, et nous brodions la poésie. La poésie était dictée depuis les profondeurs. Nous étions sur le plan de neige, et nous étions dans les souterrains de la ville. Les lumières de Tokyo, loin au-dessus de nos têtes penchées, brillaient. Nous suivions le tracé des ombres, nous suivions la poésie qui nous était dictée. Nous étions des brodeuses, des assistantes. Nous émanions de la poésie comme les poétesses peuvent en émaner. Nous n'apercevions que de loin en loin leurs jupes. Elles couraient, criaient, parlaient la poésie. Nous attrapions les bribes que nous brodions. La dictée n'était pas un moment solennel. Nous étions dans le vent et l'urgence de la marée. La marée était noire. Tous les égouts de la ville refluaient sous les neiges. Le tissu que nous brodions était fragile, menacé par chaque remugle. La ville, quelquefois, nous envoyait, par décharge, des horreurs, et nous ne voulions pas les voir. Et notre poésie, notre broderie pouvait disparaître. Quelquefois, c'était une poétesse que la boue emportait. J'ai vu Minelli emporter, j'ai vu Clara emporter. Les autres hurlaient pour couvrir leur peur et leur détresse. Nous étions sourdes à tout cela, puisqu'il ne fallait jamais cesser de broder. Je veux dire, dit Umeda, et je veux dire, dit Domaine, que nous ne pouvions cesser. Nous ne pouvions porter secours au corps emporté des poétesses. Emportées, elles dictaient encore. Nous devions broder sous la dictée. La poésie importait davantage. Le corps passait. C'est ce que nous pensions. Nous brodions. C'est quoi l'histoire de ce texte? Ça, c'est Marie-Lise. Je sais plus qui... je sais plus qui a traduit ce texte. Mais l'idée de la broderie, tu veux dire? Alors, oui, dans l'article. T'en as tellement marre du bouquin que tu es en train de faire que tu dis attends, puis paf, tu exploses ça. Ça se passe en fait dans une arché Tokyo, donc dans les souterrains de Tokyo. Et on a imaginé qu'à cette époque-là, donc le 23e siècle, il me semble, des brodeuses, qu'on avait des collectifs de femmes qui écrivaient ensemble, certaines qui brodaient et certaines qui dictaient la poésie en courant autour des brodeuses.
Et donc, les brodeuses étaient des assistantes. Ce que j'avais en tête, en créant cette espèce de... Enfin, j'imaginais en fait un peu comme une équipe de film où les rôles sont très distribués, donc où il n'y a pas une octorialité qui est vraiment centrée sur la personne de l'auteur. Mais là, les assistantes qui brodent ont autant d'importance que les poétesses qui récitent la poésie. Et donc cette idée qu'il y a une vraie distribution des rôles dans l'écriture est un peu à l'origine de cette période de l'Arché Tokyo et de ce texte. Donc il est venu plutôt tôt dans le projet. Oui, très tôt. C'est l'un des tout premiers textes de l'Arché Tokyo, il me semble. Celui-là. Ouais, je crois. Ouais. Et c'est à partir de ce texte qu'en fait on a développé ensuite la question de la broderie. Romain avait même créé toute une théorie, il me semble, de théorie musicale autour des broderies. Ouais, Rodin recevra dans 10 ans 700 pages d'une théorie musicale qui n'existait pas. Mais il n'est pas au courant, donc il ne faut pas lui dire tout de suite. Mais du coup, ouais. Par contre, je ne sais pas si c'était le sens de ta question, mais il me semble que dans tout Sénaclière, cette idée évidemment du collectif et surtout de la fluidité de la parole, et du fait qu'il y a un trouble évidemment sur qui parle, et en fait l'identité se mêle, se démêle, avec des jeux de fluidité, de superposition. C'est un motif qui est un peu qui est ressassé, et peut-être que dans l'Arché Tokyo, c'est peut-être l'un des endroits où c'est particulièrement exploré à travers ce motif de la broderie. Mais on retrouve ça aussi dans la deuxième période avec les salonnières, qui sont un peu un archétype de parole collective, puisque l'histoire qui est racontée derrière, c'est des collectifs de femmes d'un village qui se réunissent pour improviser ou inventer à l'oral. Donc il y a tout aussi un problème avec le fait de sédimenter un texte dans un écrit qui reste, donc de produire à l'oral des contes. Et tout le jeu ensuite de cette période, c'est de réfléchir à qu'est-ce que ça suppose de les sédimenter quelque part, de ces textes qui ont été inventés collectivement et produits collectivement, de les sédimenter autour d'une autrice, de quelqu'un qui va devenir le locuteur référent et reconnaissable, et de le sédimenter dans une forme qui ne bougera plus. Et donc je pense qu'il y a aussi cette mise en abîme, peut-être que c'était aussi ce qui intéressait Rodin avec ce bouquin, ce qu'on a écrit, cette mise en abîme qui est très liée, je crois, au motif qui t'intéresse, François, mais en gros, dans la question de l'écriture numérique et l'écriture en ligne, sur les forums, etc., cette question de la fluidité et de la perte même de la reconnaissance du locuteur, de l'identité, de l'importance de l'auteur comme une sorte de figure qui a le patronage de son texte, c'est très important, et c'est vraiment, je pense qu'on s'est habitué avec Marianne à être dans ce rapport-là aux choses. C'est pour ça que faire le deuil, par exemple, du fait de mettre nos noms, c'était un petit deuil, on va pas se mentir, on a un orgueil quand même. Mais c'était pas un si gros deuil, puisque finalement, on est assez habitué sur les forums et tout ça, à de toute façon ne pas être... personne me connaît comme Romain Le Sec sur un forum, ou même en ligne quand je publie des trucs, donc pour moi ça change pas grand-chose. Voilà. C'est venu avec la préface, non ? Si je me trompe pas. Ouais. Nordo existait déjà, mais non, je crois qu'il existait déjà quelques éléments d'encyclopédie que j'avais commencé à écrire pendant le projet de l'aventure littéraire pour clarifier des points. C'est un peu comme clarifier sans clarifier. Et ensuite, effectivement, avec la préface et le travail avec toi. La préface, on va aller voir, mais cette question-là, tu parles d'encyclopédie, et où effectivement la référence à une encyclopédie est permanente dans les formes, les intitulés, les notes, etc. Comment vous avez travaillé ça ? Vous aviez, il y avait un plan, il y avait une espèce de carte, de cartographie, il y avait... Comment vous saviez, comment vous vous organisiez dans une masse pareille ? Nice. Je pense qu'on était très désorganisés au départ, et donc ça demandait beaucoup de travail d'aller-retour entre les textes écrits plus tôt, les textes
Mais à certains moments, par exemple, à un moment, on a fait une frise. C'était la première périodisation de Sénaclière parce que, au départ, je pense qu'on n'avait pas vraiment idée de combien de périodes se croisaient, comment elles communiquaient les unes avec les autres. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un vidéo-poème sur la chaîne de Romain qui est une frise commentée. Mais après, je ne saurais plus trop dire comment on a fait pour retrouver de la cohérence. On a galéré dans des ateliers d'écriture en réel, dans des bars où il y avait trop de bruit, essentiellement. Et il y a quelque chose, par contre, que je trouve intéressant dans la manière dont on a travaillé, je veux dire intéressant pour l'écriture, peut-être. Il y a évidemment eu beaucoup d'incohérences quand on s'est retrouvé avec la masse des textes qu'on a écrits. Il y avait plein d'incohérences et de moments d'antinomie, d'anomalies fondamentales. Et l'un des principes qu'on a essayé d'avoir, je crois, c'était de les sauver, c'est-à-dire plutôt que de vouloir les éliminer, voir qu'est-ce qu'ils avaient comme potentiel dans le cadre de Sénaclière. Et donc, parfois, je sais pas, plutôt, je crois que, tu me dis si je me trompe, mais il y a notamment une faute de frappe ou une erreur dans l'orthographe d'une autrice qui revenait à inviter à produire une sorte de petite anecdote sur un conflit, dans l'histoire, sur le nom de cette autrice et ce qui aurait été volé par quelqu'un d'autre. Enfin, je suis un peu confus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu plein de moments d'incohérence, mais plutôt que de les balayer, on s'est dit, on peut en faire quelque chose si on produit une histoire supérieure qui justifie que c'est pas vraiment une incohérence, mais que c'est un fait du récit, en quelque sorte. Et en faisant ça, en fait, ça a complexifié le récit et ça a permis de sauver une forme d'unité et de cohérence malgré tout. Et ça, je trouve que c'est une technique d'écriture ou de travail que j'ai trouvé vraiment déjà amusante et intéressante avec Marie-Anaïs. Et si on prend l'introduction, je vais y revenir, hop là, Sénaclière, voilà, c'est ici. Il y a un encyclopédie. Le premier mot, c'est quand même encyclopédie, c'est pas rien. L'idée de projet, c'est-à-dire que de toute façon, c'est pas achevable, c'est en cours. Il y aura toujours un horizon au-delà du livre. Le grand A, après, je sais plus s'il y a un grand B, mais bon, s'en tenir là. Et là, il y a le nous. Et ce nous, là, il est typiquement associé à la fiction que vous développez. Mais quand on arrive au deuxième paragraphe, nous sommes le nom de code, le pseudonyme, l'autonyme d'un collectif. Là, tout d'un coup, le nous, il est totalement ambivalent entre l'instance de la fiction et ce que vous êtes en train de faire. Et comment vous avez... donc, apparemment, cette postface, elle est venue en fin de rédaction, mais nous présentons Sénaclière. C'est cette ambivalence, pour moi, elle est totalement maintenant ce qui me relie aussi à ce livre, quoi. Dire que nous n'avons pas chômé pendant cet hivernage bouillant, si c'est pas ambivalent non plus. Revenir à la surface, là où bannis, nous n'apparaissons plus et dire deux choses. D'abord, ce terrain et l'autre, etc. Oui. Il y a vraiment cette idée que Nordo est un collectif qui anonymise les personnes qui l'habitent et qu'il est né à plusieurs époques. Il y a eu des périodes d'éclipse et des périodes de renaissance. Et donc Nordo, c'est nous aussi. Enfin, nous, les Romain Losec et Marie-Anaïs Guégan. Donc on peut très bien endosser ce nom de collectif dans la réalité, dans le même temps qu'il s'agit d'un collectif de fiction. Et ça, je pense que cette ambiguïté entre le réel et la fiction, elle est un peu constitutive aussi de... Enfin, comment dire? Le mode de narration de Sénaclière, donc le fait qu'il y ait des textes sur des forums, sur des skyblogs, sur YouTube, etc., finalement, il est très proche de ce qu'on trouve dans les ARG, les Alternate Reality Games. Et c'est des modes de narration, justement, qui vont utiliser toutes sortes de réseaux et qui vont brouiller la frontière entre
le réel et la fiction. Il y a un truc qui me manque énormément dans Sénaclière, c'est un index des noms. Il doit y en avoir 500, 600, 700 des noms inventés comme ça. Mais c'est une idée, parce qu'en fait, quand on a retravaillé Sénaclière avec Rodlan, on s'est demandé comment faire de cet objet qui était complètement illisible, inintelligible, quelque chose de lisible, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on a écrit la préface, mais qu'on a aussi créé des petites cartes d'identité des périodes. Et on aurait pu faire un index aussi à ce moment-là. Mais cette carte d'identité des périodes, pour moi, c'est un geste totalement, là aussi, qui est fondé il y a des tas d'auteurs qui travaillent comme ça dans le registre de la non-fiction en produisant l'appareil du projet comme étant le geste de les lire. Mais François, je voulais te passer la parole, Laure. Si je peux rebondir sur bonsoir Laure. Si je peux rebondir sur ce qui vient d'être dit sur le nous, moi je trouve que c'est vraiment intéressant, et sur cette frontière entre la fiction et entre aujourd'hui, le passé, le futur, entre cette indétermination entre ce qui est réel, ce qui n'est pas réel. Moi, je suis tombée je suis vraiment tombée dans le livre. Moi, quand François, je te remercie de me l'avoir fait découvrir, et vraiment ça a été une grande découverte. Et d'ailleurs, quand j'ai été chercher à la petite librairie L'Odeur du Temps à Marseille, pour ceux qui connaissent, ils m'ont dit Abrupt, c'est génial ce qu'ils font, etc. Donc on n'est pas les seuls à apprécier votre travail. Et justement, moi, c'est une chose qui n'a pas encore été abordée, c'est la dimension politique. C'est-à-dire que vous avez vraiment, dans ce collectif qui est le vôtre, vous deux, vous trois, ou les gens du forum qui ont pu porter ça au départ, et maintenant vous deux plus Abrupt, et aussi dans les collectifs que vous décrivez, avec tous ces hors-champs qui permettent justement, parce que c'est vraiment là qu'il y a le nœud, c'est-à-dire que dans le hors-champ, on met tout ce que vous évoquez sans tout expliquer. Il se passe en 1000, j'ai pas calculé, le 31e siècle, enfin en plus de 1000 ans, là, tout ce qui se passe de dystopie, d'utopie, de politique, d'événements, voilà, on lit ça aussi comme un livre de science-fiction. Moi, je suis une lectrice de science-fiction aussi, et j'ai beaucoup apprécié cette histoire-là, mais qu'elle soit portée par la poésie et portée par une écriture vraiment très, très poétique. Et dans tout cela, il y a toujours le collectif, toujours le féminisme, mais pas seulement. Il y a aussi ce nous. Et donc, je me demandais si c'est les textes, parce qu'il y a une vraie intention politique dans votre texte. La poésie porte aussi ça. Et donc, voilà, j'avais envie aussi de vous entendre là-dessus sur est-ce que c'était une intention? Est-ce que c'est venu par les textes? Mais c'est fait de façon très subtile, parce que justement, vous n'imposez pas une idée, et vous montrez aussi à plein de moments, justement, que dans tous les courants que vous décrivez, parce que moi, je suis là moi, j'entre dans le jeu de rôle, quoi. Si vous voulez, en lisant ça, j'y étais, et elles existaient, toutes ces personnes. Mais est-ce que cette dimension politique qui est subtile, parce que comme je le disais, vous évoquez aussi toutes les dissensions qu'il peut y avoir dans les courants. Voilà, comment vous vous situez là dans la langue, dans cette poésie politique, poétique, ça a quelquefois des résonances, et j'aurais bien aimé vous entendre un petit peu sur ce sujet-là. C'est Marianne qui a initié ce truc-là dans son hexagone. Je pense qu'elle pourra peut-être mieux répondre sur l'intention de départ. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marianne. Alors, je pense qu'on a été assez complémentaires avec Romain là-dessus. Romain étant un gros lecteur de science-fiction, et moi un petit peu moins, en tout cas à l'époque, il est vraiment à l'origine de, tu pourras en parler après, mais de tout l'arrière-plan politique, les luttes de partis, les choses comme ça. Et moi, au départ, ma réflexion, alors c'était de la petite politique, mais quand même, c'était celle de l'archivage dans les groupes d'écrivains minoritaires. Donc, comment est-ce qu'on fait pour préserver une mémoire à travers le temps? Et j'avais envie, en fait, d'être dans un propos un peu utopique, au sens où c'était une période où je me rendais compte qu'on avait très mauvaise mémoire des autrices du 19e siècle, où j'en redécouvrais, qui étaient mal conservées, mal éditées,
le discours critique était absent, enfin, etc. Et donc je me suis dit comment on pourrait imaginer que le collectif ait créé une mémoire pour des autrices du passé, pour des groupes minoritaires, et réussi à la préserver sur un temps long. Et donc ça, c'était, je pense, le premier propos politique et qui était donc aussi à l'origine de la pensée du collectif au départ, parce qu'on crée une mémoire à plusieurs. Et en pensant ensemble les rôles, c'est-à-dire il y a celles qui écrivent, mais il y a aussi celles qui étudient, celles qui éditent, celles qui préservent. Je pense par exemple à Madame Ducouette-Losquet qui salarie des bouquinistes des quais, enfin ce genre de choses. Et pour la dimension collective, d'un point de vue politique, on va dire, par rapport à une réflexion féministe, peut-être que c'était aussi une réflexion sur une manière de penser l'écriture et la littérature en précisément en renversant ce qui est classiquement rapporté justement en texte, c'est-à-dire notamment la présence imposante de l'auteur en couverture. Et là, le fait que tout se construit autour de collectifs et de l'éclatement fragmentaire de leurs paroles, parce que finalement, le paradoxe, c'est que politiquement, Nordau souhaite produire une encyclopédie de ce qui est resté de cette histoire souterraine de la littérature, mais ce que l'on donne à voir, c'est précisément un ensemble de fragments, et pas du tout des sommes de 500 pages les unes derrière les autres. Et cette dimension-là, je pense que c'est effectivement une réflexion politique et esthétique qui réfléchit sur qu'est-ce que ça suppose, qu'est-ce que ça supposerait d'écrire et qu'est-ce que supposent des réseaux d'écriture et lorsqu'on précisément on n'est pas ceux qui vont être édités, ceux qui vont pouvoir mettre forcément leur nom en couverture, et qu'est-ce que ça suppose aussi d'écrire dans le cadre de systèmes oppressifs, puisque après dans le cadre de la fiction, de la science-fiction, donc dans l'Arché Tokyo et ça commence aussi dans la période new-yorkaise de la fin du XXIe siècle, il y a l'idée que d'une oppression qui pèse et qui évidemment suppose que toute cette parole doit passer sous la forme du chuchotement, du secret, sous la forme de petites choses que l'on se passe. Et la deuxième chose que peut-être, je ne sais pas si je réponds à la question, mais de mon point de vue, c'était aussi intéressant et intriguant, puisque écrire sous hétéronyme féminin, ça interroge aussi ma position en tant que scripteur, comme traducteur, on va dire. Et ça, d'un point de vue politique et esthétique, pour moi, c'est très intéressant puisque ça permet, c'est l'un des intérêts, je trouve, de l'écriture sous hétéronyme, des déplacements, et donc aussi de voir où ce déplacement il va défaillir, à quel point il est crédible, à quel point il fonctionne. Et dans ce déplacement-là, je pense qu'il y a aussi quelque chose de politique qui se dit, qui se manifeste. Voilà. Je vais rebondir là c'est Rebecca là, qui a raison de nous ramener là. Parce que donc là, vous êtes 3 et l'éditeur, attendez, on va reprendre, je remets en partage. Et hop là, oui, peut-être pendant que tu fais ce partage-là, la question que je me posais, c'est l'existence de la version HTML du livre. Et si il y avait une ambition en fait peut-être de recasser ou en tout cas de permettre de plonger autrement dans le livre que par cette mise en papier finalement qui oblige à une certaine linéarité ou pas. Donc voilà, en sachant que j'ai pas pu aller naviguer parce que j'ai pas un bon navigateur. Donc. Moi aussi, c'est-à-dire quand il livre, j'ai jamais dépassé là, au bout de 3 minutes, j'en ai marre. C'est-à-dire il y a la version papier et je lis en version numérique. C'est génial parce que j'ai les fonctions de recherche et tout ça. Et anti-livre, j'ai pas
je suis resté traditionnellement lecteur et par contre, c'était ça aussi une question de l'or par rapport au multi-univers YouTube, etc. C'est-à-dire que la version imprimée, l'objet, là, me donne un espace de lecture totalement nécessaire par rapport au PDF, alors que je suis un pratiquant permanent de la lecture numérique. Et puis moi, ce qui m'interrogeait, c'était ça. Et j'aurais bien aimé qu'on nous parle de ça. Et là, où tout d'un coup, effectivement, mais seulement sur le Git, là, on a tout d'un coup les bios des auteurs qui arrivent. Et faut quand même être sacrément accroché pour dire, tiens, je vais aller voir ce que c'est qu'un anti-livre Git. Alors c'est des couches en fait, c'est des strates de manière de faire d'une certaine manière performer le texte, parce que aujourd'hui on le voit de manière encore plus dégoûtante en ce moment avec la rentrée littéraire, on a des objets livres qui sont des produits commerciaux où la littérature s'efface finalement derrière le bien marchand, et on le voit derrière les luttes politiques autour de Bolloré, des ventes de maisons d'édition, etc. Et l'idée, c'est vraiment que la littérature a atteint, et même la philosophie en fait, toute la théorie a atteint une certaine limite en fait dans la pratique, sa pratique du livre, hein, une sorte d'épuisement où on n'entend plus finalement les voix, pas seulement une voix, mais une sorte de diffusion de voix. Et il y a dans cette démarche l'idée de faire sortir le texte, la littérature, de sa forme papier, qui, si on y pense, elle a quoi? Elle a 2-3 siècles de manière commune. L'idée du nom sur la couverture, c'est un siècle, c'est depuis la vitrine. Si on prend la littérature, elle avait des formes. Je crois que c'est Steiner qui disait ça dans l'Antiquité. La littérature, c'était la tragédie. Il y a la poésie au Moyen Âge. Chaque époque est marquée politiquement par une forme. Et on prend le théâtre, théâtre classique, même pour la France. Ce qui est fondateur de la littérature française, ce n'est pas tant le livre, peut-être le roman un peu balzacien. D'ailleurs, il y a un clin d'œil avec le cénacle aussi de Balzac à faire, une sorte de cénacle féminin. Et mais c'est le théâtre de Racine, Molière, etc., qui a fondé. Donc c'est de la voix d'abord. Et je pense qu'à notre époque, on vit une sorte de schisme. Alors sur la version HTML ici, elle est un peu complexe. On expérimente. J'ai essayé de faire une version. C'est comme en FPS, donc un first person, mais ça nécessite un ordinateur un peu à jour et un navigateur à jour, parce que ça demande beaucoup de calculs. La possibilité, ce serait de le faire comme un jeu, c'est-à-dire à télécharger, à installer, mais il y a moins d'universalité. Disons que si c'est presque des statistiques, si 50% des gens ne peuvent pas l'utiliser, ou 60%, disons, mais est-ce qu'il y aurait autant de monde, donc disons 50 qui peuvent l'utiliser, qui feraient l'effort de télécharger le jeu, de télécharger 1 giga, de l'installer? On pense à expérimenter quelque chose comme ça. C'est-à-dire aussi, c'est de croiser l'expérience et on en avait parlé avec Marie-Anaïs et Romain, du livre. En fait, ça, on l'a pensé aussi comme un catalogue d'exposition, parce que en fait, l'alvéole, c'est le plan du labyrinthe de la 3D. Et on rentre ici, en fait, et ensuite on peut se déplacer dans le labyrinthe, et chaque photo est une capsule en fait dans la 3D. Et ça, on avait travaillé avec. Et il y a une composition sonore de Romain. Donc c'est Romain qui a composé la musique. Et la 3D donc reprend cette idée du plan. Ça, c'est un peu le secret. Et donc à chaque début chapitre, vous avez le plan et l'indication où vous vous trouvez dans le monde 3D. Donc c'est vraiment l'idée, une sorte de catalogue. On pourrait penser ça pas seulement dans un livre, mais une sorte d'exposition totale. C'est-à-dire on pourrait projeter la 3D, parce que là il y a des ordi qui marchent pas, mais on pourrait
imaginez cette performativité dans un espace avec les photographies, la musique, une projection de la 3D et le papier, pas forcément on peut le télécharger, comme une sorte de complément en fait. Et toute l'idée d'Abrupt, c'est vraiment de centrer, d'essayer de pousser même petitement, parce que on s'en prend un peu plein la figure. On a aussi beaucoup de mépris, c'est-à-dire du monde classique du papier. Attends, tu proposes les livres à 0 balles. Ouais, je sais. Les libraires, surtout les libraires, ils sont pas toujours fans de notre démarche. Je te remercie d'ailleurs, à part ça n'a rien à voir, mais quand on a habité Berlin, de voir le ciel de Berlin devenir bleu lentement et se coucher, et la nuit commençait à gagner. Là, c'est l'Est derrière moi. Pas loin du mur d'ailleurs, pas très loin du mur. Et donc c'est cette idée que finalement, et c'est aussi c'est pour ça que j'ai accepté, parce que d'habitude je participe pas en tant que personne, parce qu'il y a ce nous. C'est parce que on avait un peu ce modèle aussi de Publi.net, c'est-à-dire il faut que la forme s'échappe de la page, en fait, la forme du texte. Et avec la vidéo, avec les vidéos poèmes de Romain et de Marie-Anaïs, on ressent aussi ce mouvement, cette hybridation. Et je pense que il va y avoir un schisme technique d'ici peut-être une dizaine d'années, quand on aura des liseuses peut-être pliables, qui seront aussi rapides qu'un iPad, mais avec de l'encre électronique, où là, il y aura une disparition du papier, je pense. Et on aura d'autres formes qui vont apparaître à peu près à ce niveau. Donc voilà. Et pour juste un point sur le nous, parce que c'était intéressant ce que disaient Romain et Marie-Anaïs, et ça rejoint un peu notre démarche, c'est que finalement, ce qu'ils font, c'est il y a une historicité du nous. C'est-à-dire, on a un nous peut-être hétéronymique qui commence avec Pessoa, qui est très psychologique, un nous avec Volodine, si on prend Volodine, qui est très politique finalement, un nous politique de l'effondrement, et on a un nous qui est en train d'apparaître. Moi, j'ai lu vos propositions, vos contributions, ça m'a beaucoup ému, parce que je vais participer à un atelier d'écriture en 2018, j'ai participé. Ah bon, ouais, il y a sur longtemps, la ville. Ouais. Oulala, sur la ville, ouais. Je suis même dans le recueil, je crois. et en gros, on distingue plus les signatures, on distingue plus les noms, et il y a quelque chose qui résiste. Et aujourd'hui, on vire, alors sans avoir éradiqué le nous psychologique, le nous politique, on a un nous philosophique. On a une sorte de nous ontologique où collectivement avec Internet, et c'est ça qui est très beau avec la démarche de Marie-Anaïs et de Romain, où leur écriture se mélange, se confondent, et il y a cette trace du forum, c'est-à-dire où on pourrait penser que d'autres interviennent. Et il y a l'intelligence artificielle, qui est une sorte aussi de mémoire, c'est-à-dire d'archives digérées, brutalisées par le capital. Et ce murmure dont parlait Romain, c'est une forme de résistance, parce que dans cet état un peu d'oppression dans lequel on vit, le nous résiste même à la suppression la disparition des êtres qui composent le nous. Il peut toujours intégrer d'autres sujets et en laisser se dissiper. Et ça, c'est peut-être c'est un moment de résistance aussi. Voilà. Merci, et je voulais dire pour ceux qui n'ont pas lu le livre ou pas en entier, allez jusqu'au bout, parce que vraiment la fin, voilà, il n'y a pas que de la dystopie, il y a aussi de l'utopie, et la fin, c'est enfin la fin des périodes, enfin après la grande dictature, etc. Il y a des très très belles choses et qui ont beaucoup d'écho avec notre période aussi aujourd'hui, et vraiment il y a plein de niveaux vraiment dans ce livre, et au-delà du livre, dans toutes ces ramifications Internet. Pour moi, ça a été une grande découverte, et vraiment, c'est super. Ouais, moi, j'arrête pas de m'enfoncer dedans. Qui veut parler? Et après, moi, il y a toujours ça. J'aurais une question pour Marie-Anaïs sur les brodeuses aussi, sur l'idée du nous. C'est que ce qui est très beau avec la broderie, et on voit ça aujourd'hui avec les scandales je crois à Caen et tout ça, c'est aussi l'anonymat des brodeuses
qui font ces tapisseries, etc. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'elle en pensait pour l'écriture. Parce que je pensais au texte de Rancière sur la poésie ouvrière au XIXe siècle. Et si on fait quelques recherches dans le Métron, il y a quelques autrices de poésie, mais là, qui sont encore plus inconnues. Et j'aurais aimé savoir ce qu'elle en pense. Sur l'anonymat des brodeuses, si elle est toujours là. Oui, oui. À propos de l'anonymat des brodeuses, alors non seulement les brodeuses sont anonymes, mais en plus elles sont présentées comme des assistantes, donc les assistantes des poétesses qui elles aussi sont anonymisées puisque leurs voix sont captées par les brodeuses. Et enfin, non mais je trouve rien à dire, je suis désolée. Non, oui, l'anonymat était important pour nous parce que justement, à l'intérieur de... Puis en plus, dans les représentations graphiques générées par intelligence artificielle, pardon, il y a cette idée que les brodeuses brodent en cercle sur le même tissu. Donc en plus, les broderies se confondent les unes aux autres et que le poème final, sur des grands carrés de tissu, est un poème qui est donc hybridé et collectif aussi, en plus. Mais moi, je voudrais juste relancer sur quelque chose qui n'a rien à voir. C'est si je prends ça. Attends, voilà. Là, c'est Évry, mai 2022. D'ailleurs, il y en a plusieurs là qui sont dans le Zoom. Et au milieu, on a elle là qui officie. Ça, c'est Azélie. Ça, je crois que c'est Catherine. Et moi, c'est la période, enfin, c'est dans les mois où on a préparé ça que j'ai découvert l'univers de Marie-Anaïs et qui me renvoyait à toute cette période des forums dans lesquels moi, je m'appliquais sur d'autres forums, donc j'étais totalement libre là-dessus, mais où pouvoir suivre cette thèse depuis, comment je voulais dire, c'est-à-dire que Marie-Anaïs Guégan, Labo Marge 3, Lyon, dans le monde YouTube, dans le monde Internet, tout le monde connaît. Et là arrive cette espèce de pavé. Comment on peut faire que ce pavé, ça les fasse... Ah, c'est gentil, Marie-Anaïs, elle a sorti un livre. Et c'est comme les chaînes YouTube. Là, tout à l'heure, Gracia, elle a au moins 350 abonnés par rapport à Romain, qu'on a que 180. Mais merde, à quel moment maintenant on peut commencer à casser les murs? Alors, Abrupt, ouais, à force, mais après, tu dis, ouais, Abrupt, c'est bien parce que je télécharge les PDF, quoi. Il y a un moment donné, comment on fait? Et, moi, ça, tu vois, c'est ce monde universitaire, là, tu vois, ce soir, j'ai dit, oh là là, regarde, tiens, ah non, je vais pas citer des noms, ce serait, mais il y a pas mal de gens qui auraient pu venir nous écouter, là, ce soir, tu vois. Quelque part, là, je bouille un petit peu, tu vois, depuis. Mais parce que il y a à la fois ce nous du collectif et l'hyper-personnalisation des autrices dans le livre. Et on est dans ça. Moi, j'ai une discussion là sur le nom, le prénom, écrit bien en grand sur les couvertures des livres, comme étant une chose vraiment très capitalistique, en fait, qui renvoie vraiment à soi-même, à cette espèce de boucle avec soi-même, et vous la débouclez. Vous la débouclez comme quand vous écrivez, vous faites vos recherches dans les forums, comme quand vous repensez les forums comme des lieux d'archives. Et on est dans ce paradoxe, c'est évident. Bien sûr que ça met en colère, mais ça met en colère... Voilà, quand on entend un éditeur qui dit le papier est terminé dans 10 ans, c'est sûr qu'il n'a pas 12 milliards d'amis. Forcément, puisque là, on est dans ce jeu de dupes du gaspillage du papier et de son impossible diffusion pour ce qui représenterait ce qu'on aurait envie qu'il soit lu plus. Il y a aussi un problème francophone aussi. Voilà, parce que chez les anglophones, c'est peut-être moins présent aussi. Comment ? Il y a une crise aussi francophone de la littérature. Et on voit la rentrée littéraire, c'est papa-maman, c'est
il y a très peu, alors qu'on est en une période un peu de crise politique et même dans des sujets beaucoup plus sombres, ce qui alimente par exemple l'extrême droite américaine. Un des trucs, enfin les deux penseurs principaux, un c'est un blogueur, donc dans la Dark Enlightenment, et l'autre c'est un type qui était de gauche, qui est devenu d'extrême droite, qui était au CCRU. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans les propositions qui en a parlé de Nick Land. Dans les 14 propositions, dans la proposition 14, il y a une contribution qui cite en 2060 Nick Land. Je sais plus qui. Et Nick Land, c'est aussi que de l'internet. Et nous, en francophonie, il y a une sorte de crise culturelle, je pense aussi, liée à ça. Mais peut-être la solution, c'est d'amener la littérature vers plus l'art contemporain, la performativité, le corps, le théâtre, et moins vers les lectures en librairie, des choses comme ça. Oui, mais peut-être il y a des stratégies un peu d'occupation. Alors, moi, par exemple, le fait de faire des vidéos YouTube, c'est une manière un peu d'occuper des espaces. J'ai aussi une chaîne de philo qui fait un peu plus d'abonnés puisque les gens s'intéressent plus à comment avoir les concours de l'agrégation du CAPES qu'à de la vidéo poésie bizarre. Mais je pense investir parfois ma chaîne de philosophie pour mettre des objets étranges. Et l'une des choses que j'essaie de faire, notamment dans les vidéos YouTube que je fais, notamment dans celles que je vais faire encore pour Sénaclière, c'est pas parfait encore, je pense que je suis très loin du compte, mais c'est aussi de produire des formes qui invitent, qui soient des invitations à plonger à l'intérieur et donc qui soient pas qui provoquent pas immédiatement une résistance, on va dire. Alors c'est compliqué parce que notamment Sénaclière c'est tellement touffu que ça demande des compétences en montage, etc. que j'ai pas forcément. Mais à mon avis, l'une des stratégies pour que ça se diffuse, c'est d'essaimer, notamment sur les réseaux, avec des formes qui, tout en reprenant parfois même certains codes par exemple de vidéos plus classiques, vont investir des champs narratifs, une poétique radicalement différente et qui est jamais entendue nulle part. Et en tout cas, moi, c'est ce que je vais essayer de faire là avec les vidéos que je vais faire sur Sénaclière, c'est ça, faire des vidéos qui pourraient être vues par quelqu'un qui se rend pas compte, qui voit quelque chose d'un peu marginal, d'un peu étrange, parce que finalement il se met à y croire. Enfin, donc voilà. On va arrêter, nous, à 45, c'est un principe qu'on déborde pas. Et en plus, il fait nuit sur Berlin maintenant. Bientôt, on va voir s'allumer les premières étoiles. Et juste en revenant sur ces questions d'intelligence artificielle, et ce que disait Anaïs tout à l'heure, Marie-Anaïs, de comment ces outils évoluent, est-ce que la possibilité éventuellement d'une version anglaise ou de version multilingue, comme a priori ça nous est offert maintenant avec des outils beaucoup plus immédiats, et que là le côté encyclopédie pourrait permettre, c'est quelque chose que vous avez gambergé là-dessus? Dans Abrupt, tu as un catalogue comme ça, une partie multilingue ou... On a, je crois, un texte où il y a de l'anglais. On n'est pas réfractaire à faire de l'anglais, mais il faudrait qu'il s'assoie aussi en français. Ouais, je crois qu'il y a 2 textes, parce que Frédéric Néra, peut-être il a fait des choses en anglais, peut-être des articles, mais son livre est en français. Et il y avait un poème, je crois, en anglais. C'est pourquoi cette question? Parce que pour moi, avec les outils actuels, même DeepL, on pourrait faire une version anglaise. C'est un livre gros et complexe. Et pour les passages poétiques, c'est évidemment quelque chose à retravailler manuellement. Mais toute la grille encyclopédique du texte pourrait être facilement transposée en anglais ou en allemand. Ça, moi, c'est des choses qui me travaillent pas mal en ce moment. Avec la traduction simultanée sur YouTube, par exemple, elle a bondi en 3 mois de façon hallucinante. Et maintenant, ils proposent en plus des trucs de resynchronisation labiale quand on parle avec sa propre voix dans une langue étrangère. Mais bon,
Je sais pas c'est si toujours c'est pour toutes pareil. les langues, Comment on hein. peut casser ces cloisons, quoi? À un moment donné, ce livre-là serait forcément plus réceptible dans un espace européen et non pas franco-français. Oui, voilà, Même c'est si ça. Sony est en belon, il faudrait trouver l'équivalent. Sauf que concernant la traduction, autant les outils qui utilisent l'intelligence artificielle sont maintenant absolument excellents pour l'anglais. Dans d'autres langues, c'est vraiment pas le cas. En italien, en tout cas, en allemand, je sais pas, mais je suis pas sûre que ça soit aussi performant. Non, c'est évident, ça, ouais. Ça renforce les verticalités. En prenant les choses à l'inverse, c'est-à-dire trouver qui d'autre dans votre génération d'âge et de chercheurs, je ne sais pas ce que vous faites, Romain, par ailleurs, font ça dans d'autres pays, justement, et avec d'autres compagnonnages d'éditions comme Abrupt, qui sont en avant-garde, on peut dire. Alors, éditorialement, en francophonie, nous, on fait systématiquement c'est libre gratuitement, donc c'est free, dont l'expression anglaise dit free as in freedom and free as in beer, comme le logiciel, donc c'est gratuit et c'est libre de droit, c'est-à-dire que vous pouvez demain prendre le livre et le réécrire en demandant une autorisation, c'est du copyleft aussi. Et tous nos livres, même le livre de Séné, c'est du domaine public volontaire. Donc on pourrait même en faire, je sais pas, des tapisseries et les vendre des millions et rien donner à Joachim, ce qui serait pas très sympa, mais dans la francophonie, il y avait Publi.net qui faisait du numérique et je crois du libre, mais pas systématiquement. Et il y a les éditions du commun qui font du libre, mais aussi pas systématiquement. Je crois qu'on est les seuls avec Burnout, qui est une super maison d'édition. Ils font un travail magnifique. On a participé à ça, et c'est eux qui sont derrière. Bolloré, ouais. Et c'est Burnout, c'est une super maison d'édition. Donc Burnout, mais Burnout, ils ont écrit out avec le mois d'août. Et je crois qu'on est les deux seuls à faire systématiquement du libre. Et par contre, chez les anglophones, il y a une maison d'édition fantastique qui s'appelle Urbanomic, qui fait vraiment au niveau du fond, c'est dingue ce qu'ils font. C'est peut-être le plus grand roman pour moi contemporain, qui est pas un roman, c'est de la théorie fiction. C'est Cyclonopédia de Reza Negarestani, qui va être peut-être traduit en français par une maison qui essaie de se lancer, HKP. Et il y a Open Humanities Press. Tous leurs bouquins sont libres. Et c'est Graham Harman, qui est un super philosophe aussi, qui est derrière. Avant, il y avait Bruno Latour, qui était aussi avec. Oui. Et il y a Punctum Books, qui font aussi tous leurs livres ouverts. Mais en francophonie, malheureusement, il y en a pas beaucoup. Je découvre. Bon, en tout cas, on va s'en occuper. Ouais, passionnant. Merci beaucoup. De toute façon, Romain et Marie-Anaïs, on n'en a plus besoin, mais si on se mobilise pas pour faire un peu battre le tambour là-dessus, je sais pas qui on est, quoi. Bon, en tout cas, super bravo, mais pour moi, vraiment, je suis tombé des nues, quoi. Merci, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Merci. Et je voulais ajouter que j'avais été... pardon. Caroline ? Caroline qui parle ? Oui, non, c'est juste que je dois partir. Donc, je fais un petit salut à Marie-Anaïs et Romain. Et merci. Merci beaucoup. Et Marie-Anaïs, tu voulais dire quelque chose du coup ? Je voulais juste dire juste ajouter que j'avais été vraiment très émue en lisant les contributions de l'atelier d'écriture, la proposition 14, de voir à quel point, en fait, le petit dispositif qu'on avait mis en place dans Céline Naglière pouvait essaimer vraiment dans plein de directions différentes. J'ai trouvé ça vraiment génial. Les auteurs et autrices te remercient. Carrément. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une manière aussi de s'approprier un truc quand c'est totalement nouveau, comme ça, se dire, allez, on va bricoler dedans. Allez, on va raccrocher. Et il fait vraiment nuit à Berlin. Et Abrupt. Merci. Beaucoup, Ouais. merci.
Merci. Allez, bonne soirée, puis merci de vous être libérée, hein, Marie-Anaïs et Romain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. Ciao, ciao. Merci.